onto the red spot. Breathe, center and speak. Out from the dark into the light. Alors, on dirait peut-être pas là, mais j'ai eu 22 ans l'été dernier. Et ça va faire pas mal d'années maintenant, depuis ma première fois. Vous aussi, dans le public, vous devez sûrement vous en rappeler avec tendresse. Certains étaient assez jeunes, et d'autres plus vieux. Cependant, je suis sûr que tout le monde ici se rappelle l'extase et l'excitation que l'on ressent quand on regarde Spider-Man pour la première fois. J'avais 7 ans quand j'ai pu découvrir Spider-Man 2 par Sam Raimi. Et 7 ans, c'est assez jeune. À cet âge-là, nos principales occupations sont de savoir comment devenir un pauvre ranger ou comment obtenir les meilleures billes à la récré le lendemain. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce film allait changer ma vie. Et je vais vous parler d'une scène. Celle dans laquelle le docteur Octopus cherche à recréer un soleil en laboratoire. Ou plutôt, à obtenir la puissance du soleil dans la paume de ma main. C'est stylé comme punchline, non? Alors, imaginez l'effet que ça a eu sur le moi de 7 ans qui était en train de trembler d'excitation devant la télé. Alors, je savais que c'était un film de super-héros et que tout n'était pas vrai dedans. Alors, ma réaction logique a été de me dire que je n'avais qu'à recréer la même machine que dans le film, puisqu'elle n'existait pas encore. C'est ce film qui m'a fait me dire que, purée, la science, c'est cool quand même. Alors, vous devez trouver ça mignon, qu'un gosse de 7 ans veuille recréer la même science qu'un film de super-héros. Et vous savez qu'en général, dans ces films, la science est à peu près aussi réaliste qu'un épisode de Télétubbies. Cependant, ce film est particulier. Et il y a une quantité étonnante d'éléments vrais dans cette scène avec le docteur Octopus. Tout d'abord, il faut savoir que ce qui est montré à l'écran est une réaction de fusion nucléaire. Et quand je vous dis nucléaire, vous pensez certainement à un atome, à Tchernobyl, au symbole de radiation qui fait peur. Mais vous ne pensez certainement pas à ça. Notre bon vieux Soleil, des milliards de tonnes d'hydrogène en feu qui produisent 99% de l'énergie qu'on reçoit sur Terre. Parce que oui, pensez-y, le cycle de l'eau, c'est le Soleil. Le vent, c'est le Soleil. Merci. Le bois, c'est le Soleil. Les énergies fossiles, c'est le Soleil. Et même la géothermie, c'est grâce aux matériaux radioactifs présents dans la croûte terrestre, issus d'une supernova d'il y a des milliards d'années. Donc, c'est le Soleil. Ainsi, toutes ces énergies sont la conséquence directe ou indirecte de la fusion nucléaire. Donc oui, le film a plutôt raison quand il dit que c'est une réaction qui libère énormément d'énergie. Tout d'abord, il faut savoir que dans le Soleil, c'est de l'hydrogène qui va fusionner. C'est un proton, donc un atome d'hydrogène, qui va fusionner avec un autre atome d'hydrogène pour former du deutérium. Le deutérium va absorber un autre atome d'hydrogène pour former du tritium, qui va ensuite pouvoir fusionner et former de l'hélium, comme dans Spider-Man. Donc oui, sur ce point-là, encore, le film a raison. Il aurait pu se contenter d'inventer un réactif imaginaire au pif, mais il va encore plus loin. Dans Spider-Man, le tritium est un matériau
extrêmement rare, ce qui est aussi le cas malheureusement en réalité. En effet, le tritium est un matériau radioactif dont la demi-vie est d'une dizaine d'années, ce qui rend toute tentative impossible pour le stocker à long terme ou le récolter naturellement. Ce qui le rend assez pourri comme réactif à premier abord. Bon, vous avez dû vous rendre compte que si je suis ici, c'est pas pour parler d'un vieux film de 2004. Si je suis ici, c'est pour parler de fusion nucléaire. Ainsi, j'ai l'ambition de vous emmener dans mon rêve de gosse. Tout d'abord, la fusion nucléaire, comme vous l'avez sûrement déjà compris, j'espère, consiste à faire se percuter très violemment deux atomes. Et le pourquoi du comment a été expliqué par un petit gars que personne ne connaît, qui s'appelait Albert Einstein, qui a mis au point une équation tout aussi inconnue au bataillon, E égale mc2. Quand on va fusionner les atomes, une partie de l'énergie va être une partie de la masse va être transformée en énergie. Pour mieux comprendre la fusion, on va utiliser une analogie avec sa réaction opposée, la fission. Fermez tous les yeux. Imaginez, vous êtes un randonneur ou une randonneuse sur une montagne et vous cherchez à récolter des fruits. Vous tombez sur des fruits énormes qui font la taille d'un rocher et qui sont en équilibre instable, un petit peu comme mon compte en banque. Et vous vous dites, parce que vous êtes extrêmement intelligent, que si vous faites péter un petit coup de dynamite bien placé en haut de la montagne, vous pourriez récolter tous les fruits en bas. Cependant, une partie des fruits seront détruits. C'est le principe de la fission. Maintenant, de l'autre côté de la montagne, vous avez des fruits qui vont être bien plus petits. En récoltant les fruits un par un et en les consommant, vous obtenez de l'énergie pour continuer à récolter des fruits. C'est là le principe de la fusion. Alors, vous pouvez rouvrir les yeux maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Au final, récolter les fruits à la main, donc utiliser la fusion, c'est 4 fois plus efficace que la fission. Oui, le seul hic dans tout ça, c'est la complexité de la réaction. Car bien que ça brise mon petit cœur de le dire, il ne suffit pas d'être en Marcel et de manipuler une énorme sphère de plasma à l'aide de 4 bras robotiques doués de conscience pour créer une réaction de fusion. La question se pose depuis les années 40. Comment réussir une réaction de fusion stable? Parce qu'il se trouve que le Soleil, ce petit coquinou, triche. Il utilise sa propre masse pour à la fois faire chauffer l'hydrogène et le compresser pour être sûr que la réaction se produise. Et si on voulait faire la même chose sur Terre, en prenant par exemple un tout petit cube de 10 mètres de côté, provenant du centre du Soleil, on obtiendrait juste une explosion de 600 km de diamètre et beaucoup de gens très tristes à cause de ça. Ainsi, la solution n'est pas de prendre le Soleil à main nue, mais plutôt de le mettre en bouteille et de le diluer fortement. Pour faire cela, les scientifiques utilisent ce qu'on appelle un tokamak, une sorte de donut en métal géant dans lequel on va faire passer des champs magnétiques afin de manipuler le plasma. Parce que oui, c'est pas juste un soleil miniature qui est créé en labo. Désolé. Dans ce tokamak, ou ce donut si vous préférez, on va trouver seulement quelques grammes de réactifs. Le but est de faire chauffer ce plasma encore plus qu'au centre du Soleil pour pallier le manque de pression. Ainsi, il n'y a pas de risque d'un quelconque accident lors de la fusion. La réaction étant si capricieuse et de si faible quantité étant mise en jeu, il n'y a pas de danger que le réacteur explose comme à Tchernobyl. Et dans l'hypothèse qu'il y ait une fuite, rien de grave se passerait en fait. L'air froid refroidira directement le plasma, qui de base n'est même pas en contact avec la paroi du réacteur. En plus, il n'y a pas de risque d'avoir des déchets dangereux, parce que le réacteur à fusion nucléaire est littéralement une machine très chère à faire de l'hélium. Mais, bon,
vous devez vous demander pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Et qu'est-ce que ça peut bien apporter dans votre vie que vous ayez de la fusion? Il se trouve que nous sommes à un moment clé de notre histoire. Le réchauffement climatique nous force à trouver des alternatives aux énergies fossiles qui sont responsables de la mort de millions de personnes chaque année. Le nucléaire classique produit des déchets certes confinés, mais qui seront dangereux pour des milliers d'années, ce qui fait que les gens ne sont pas trop pour en avoir dans leur jardin. L'éolien et le solaire sont trop intermittents pour pouvoir être utilisés comme source principale d'énergie au vu des capacités de stockage actuelles. Il est donc nécessaire d'établir un mix énergétique et la fusion nucléaire pourrait être notre fer de lance de la production d'électricité. Cependant, la fusion n'est pas encore au point. Mais si on arrivait à la maîtriser, c'est littéralement un océan d'énergie qui s'offre à nous. Et si je vous disais qu'on était plus proche de ce futur que vous ne le pensiez? Des avancées récentes ont été effectuées, notamment au National Ignition Facility aux États-Unis. Et pour la première fois au monde, une réaction de fusion a été rentable, avec 3 mégajoules d'énergie produite et 2 mégajoules en entrée. En termes plus simples, imaginez mettre 2 cookies dans une machine et elle vous en donne 3. En plus, il existe une petite installation dans le sud de la France, un petit projet qui s'appelle ITER. Et en fait, c'est juste l'installation la plus conséquente jamais créée pour la fusion nucléaire, et c'est pas moins de 35 pays qui y participent. À la manière de la conquête spatiale, qui a révolutionné l'imaginaire collectif, et qui a permis d'apporter un nombre conséquent, voire même colossal, d'inventions dans notre quotidien, telles que les téléphones portables, les ordinateurs, les couvertures de survie, et même les couches-culottes modernes. Imaginez le nombre d'inventions qui pourraient être en train de voir le jour si on y mettait les fonds nécessaires. Car oui, c'est ça le principal problème de la fusion, le manque de fonds. C'est un pari à 100 milliards d'euros qui a une faible chance de réussir. Mais imaginez que vous soyez atteint d'une maladie grave, voire mortelle, ce que je ne vous souhaite pas du tout, et qu'il existe un remède qui ait 5% de chance de vous sauver. Ne dépenseriez-vous pas toutes vos économies pour ces maigres pourcentages de survie? Pour la fusion, c'est pareil. Elle ne nous sauvera qu'avec un mix énergétique. Mais avoir une carte en main est en général ce qui peut faire la différence. En fait, la fusion, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Au début, c'est chiant, et ça coûte cher en pansement et pour faire réparer le vélo. Mais une fois qu'on sait en faire, ça devient beaucoup moins cher. Pour la fusion, c'est pareil. Une fois maîtrisé, c'est bon, on saura le faire pour toujours. Je suis sûr que pas mal d'entre vous sont allés voir Oppenheimer au cinéma cet été. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas grave, parce que personne n'a compris le film du premier coup. C'est Christopher Nolan, après tout. Souvenez-vous d'Inception. Dans Oppenheimer, la science est perçue comme quelque chose pouvant apporter la mort sur Terre pendant l'une des périodes les plus fructueuses pour la science. Et dans un autre film de Nolan, décidément, Interstellar, que vous avez peut-être vu, la science, plus personne n'y croit. Mais c'est pourtant elle qui sauve l'humanité à la fin. Et les conclusions que j'ai tirées en regardant ces films, c'est que déjà, la musique est super à chaque fois, mais surtout que c'est nous, en tant que société, qui choisissons ce qu'on fait de la science. Alors, investissez-vous. Regardez quelles sont les recherches en cours autour de vous. Quelles avancées récentes vous rapprochent du monde que vous souhaitez avoir. Et surtout, n'hésitez pas à demander à l'État ou au gouvernement que tel ou tel domaine soit plus ou moins financé. Au final, c'est ça que j'aimerais voir briller dans vos yeux. C'est de l'espoir. Parce que à quoi sert la vie si ce n'est pas pour profiter de la vie et voir jusqu'où nous pouvons aller en tant qu'espèce. Et en plus de l'espoir, c'est ma passion pour la science que j'aimerais vous transmettre. C'est vrai que oui, le monde va mal, et
Malheureusement, je suis sûr que les 3/4 de vos problèmes du quotidien sont causés par l'humanité. Donc vous pourriez vous dire que c'est pas si grave si on disparaissait. Et en tant qu'étudiant, je ne peux pas vous affirmer que tout ce que j'ai dit va se réaliser. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est à nous de prendre des décisions qui feront que le 22e siècle sera le monde où la fusion nucléaire est possible. Et oui, il y a des gens qui pourront vous dire « Ouais, mais on est déjà tous foutus, donc à quoi bon ?» Mais il faut savoir que le premier pas pour accéder à ce monde où la fusion nucléaire existe, c'est déjà d'y croire. Alors continuez à regarder de la science-fiction, continuez d'y croire, et surtout, continuez de rêver. Et au pire, si le monde est vraiment foutu, on pourra toujours se consoler en regardant Spider-Man.